La peinture, ode de Milor Taliab, traduite de l'anglais. Mes yeux s'ouvrent, j'abjure d'anciennes erreurs. Le plaisir de médire le cède à celui que produit dans moi le contentement, l'admiration et la joie. L'admiration passe pour la vertu des sots, mais ce n'est qu'aux yeux de ceux qui ne se sentent pas assez de talent pour l'exciter. Elle est la marque des bons cœurs et des grandes âmes. C'est elle qui nous échauffe et qui nous transporte, et nous communique le feu et l'enthousiasme qui vivent dans les chefs-d'œuvre qu'elle a produits. L'admiration qu'on éprouve à la vue des grandes choses nous semble acquérir un droit sur elles. La Fontaine admira Malherbe, et il fut poète. J'ai vu, loin de la foule et tout à moi, j'ai vu, sans prévention et sans égard, admis avec peu d'élus dans le temple de la peinture, et recueilli dans le plus pur de son sanctuaire les savantes merveilles qu'elle opère de nos jours, et ces chefs-d'œuvre vivants que nos appels ont exécutés sous ses yeux. Leur éloquence muette, mais pathétique, a frappé sur mon cœur tous ses coups. La voix sourde et bruyante du public, ce corps entraîné en sens contraire par plusieurs têtes, dont chaque bouche ouvre autant d'avis différents, n'a point interrompu dans moi le cri tendre du sentiment et de la nature émue qui se reconnaît. Ô hommes immortels, et qui heureusement pour nous vivez encore, malgré ce titre si exclusif, vivez, et que l'âme ingrate de quelques citoyens obscurs qui vous déprisent, que leur censure ou leur louange vous soit également indifférente. L'une s'attache toujours aux objets qui les éblouissent et qu'ils efforcent en vain d'obscurcir. L'autre, il ne l'accorde qu'à ceux que la parque jalouse a enlevés de la vie, et auxquels, forcés par le torrent de la multitude, il ne leur prodigue enfin leurs éloges. Mais parce qu'ils mortifient quelques hommes estimables qui leur survivent et qu'ils sont bien sûrs que ceux à qui ils s'adressent ne les sentent plus. Critiques injustes et barbares, puissiez-vous être loués à ce prix. Louons, mais pendant qu'il en est temps, pendant que ceux qui reçoivent nos louanges peuvent y être sensibles, et qu'elles peuvent servir à réveiller le zèle utile de ceux à qui elles ne s'adressent pas, ou du moins cherchant à réparer le silence, et peut-être à corriger l'âpreté des discours de ceux qui pensent seuls réussir, et qui ne sauraient souffrir d'autre succès dans la même carrière, détournant des grands hommes les effets sinistres de leur ambition, opposant une égide aux traits obscurs que leur lance l'envie, et balançant s'il se peut par nos suffrages les dégoûts fastidieux et l'ignorance presque générale d'un public toujours aveugle, toujours incertain ou toujours prévenu dans ses jugements. Rien n'égale mon enchantement ni mes transports. Me trompais-je, et la poésie, faute de sujet, le céderait-elle enfin à sa rivale, ou serait-elle lasse en ce siècle de triomphe? Tu te fais, modeste Uranie, mais tes chefs-d'œuvre parlent pour toi. Pureté de dessin, charme de composition, élégance de coloris, abondance de caractère, attitude noble et contrastée, groupe savant et bien ordonné, vérité, noblesse, grandeur, expression, tout concourt à rendre mon illusion parfaite. Tout suspend les facultés de mon âme séparément et les réunit. Que de caractères opposés la peinture sème ici-bas, et qu'elle est admirable surtout dans cette variété. C'est aussi l'endroit par où l'art nous attache le plus.
Chacun aime à se retrouver dans son caprice et ses goûts. L'esprit lourd et populaire se borne en un seul genre et n'a point Dieu pour les autres. L'esprit superficiel et inégal voltige indifféremment sur tous. Le bel esprit raisonne et les discute sans les sentir. D'autres connaissent les acceptions et les exceptions. Malheur à eux. Faible ressource pour sa vanité, une grande âme les embrasse tous. Réponds-moi, célèbre Chardin, quand la peinture jalouse surmontant enfin ta philosophie et ta paresse, ton indifférence pour des succès à la vérité trop certains, peut te faire reprendre en main tes pinceaux et tracer à la loisir ces images de la nature si sincères, si affectueuses, si naïves. Quelle magie, quel art, inconnu jusqu'à toi, peut diriger son mécanisme enchanteur? Tout plaît dans la décoration de tes tableaux, leur sujet et leur exécution. L'œil trompé par leur agréable légèreté et la facilité apparente qui y règne, voudrait en vain, par son attention et ses recherches multipliées, en apprendre d'eux le secret. Il s'abîme, il se perd dans ta touche, et lassé de ses efforts sans être jamais rassasié de son plaisir, il s'éloigne, se rapproche, et ne la quitte enfin qu'avec le serment d'y revenir. Je vois à leur côté les productions d'un homme d'esprit exercé dans le même genre. Un même succès ne répond pas à ses vœux, mais l'agrément de ses pensées fines et riantes récompense assez ce que l'expression semble lui refuser quelquefois. D'ailleurs, on sait que l'histoire est son premier genre, ce n'est que pour se délasser qu'il traite des sujets badins et familiers. On dira à l'avenir, Chardin est de La Fontaine de la peinture. Jorat en est le Richer. Que ton exemple et tes succès sont séduisants. Un transfuge de l'histoire épris comme toi des charmes négligés de la nature oublie quelquefois les faveurs dont Clio l'a comblé, pour mêler à ses lauriers quelques-unes de ses fleurs. Son ombre dans ta tête se couronne. Il n'est pas le seul. Un athlète distingué daigne descendre, fameux dans la même lice, se plaît à sortir de son genre et badiner savamment. C'est un géant qui se baisse pour habiter sous nos humbles toits. Il sait que les sujets simples sont le charme des cabinets, et son génie docile se rapétisse sans se rétrécir. Il n'a jamais peint des tableaux flamands, et ceux qu'on voit de lui seraient adoptés par les peintres les plus vantés de cette nation. C'est un étranger qui se trouve dans une plage inconnue, et qui, dès le lendemain, au grand étonnement de ceux qui l'environnent, parle la langue du pays. Quel est ce jeune émulateur des téniers et des bras ouverts, de qui le vol hardi et subit semble tondre à la gloire si directement? À peine il s'offre devant le temple de la peinture, que cette déesse avec joie lui en ouvre les portes. Qu'un autre qui aurait moins de modestie regretterait le long temps où cette modestie l'a retenu caché. Mais des talents mûrs et réfléchis sont le fruit de cette utile retraite. Paraissez, amateurs, gens du bel air, hommes élégants, venez, on attend vos conseils. Osez juger une fois avant le public, sachez du moins prévoir les événements, et cessez, croyez-moi, de prendre frivolement dans vos goûts le temps du siècle ou les yeux de la fortune. Van Huysum est mort, mais sa gloire et son nom ne mourront jamais. Ses ouvrages nous restent et feront le charme de la postérité la plus reculée. Oserais-je le dire?
Peut-être un jour cette postérité demeurera incertaine. Elle doutera entre les siens et ceux d'un Van Huysum français qui respire de nos jours. Le procès restera suspendu, et ceux qui prendront sur eux de le décider ne le feront probablement qu'au préjudice du peintre, leur compatriote. Bachelier sera préféré en Flandre, Van Huysum à Paris. Savant, sublime, ingénieux, Oudry, quel nom te donnerais-je? Les éloges sont épuisés à ton sujet, ils le sont, et depuis longtemps. Cependant ton art enfante tous les jours de nouveaux prodiges, que ne peut notre langue employer de même, du moins en ta faveur, de nouvelles expressions. Personne mieux que toi n'a connu l'origine et les propriétés de chaque chose. Descartes eût renoncé à son système en voyant tes tableaux. Pougeant eût écrit moins frivolement son langage des bêtes. Marigny eût mis à tes pieds toutes ses découvertes. Personne n'a su plus heureusement que toi, ni plus à propos, prendre la nature sur le fait, la vaincre, la dompter, et soumettre à nos yeux les secrets de ces divines opérations avec plus de force, plus de choix, plus de caractère et de vérité. Tant de talent et si peu flatté me rappelle cet artiste qu'on a vu trop longtemps triompher sur les bords du Tibre, et que Paris désormais se promet de voir reposer dans son sein. Que de lauriers il rapporte de ces bords jaloux, et qui pourra jamais croire qu'une seule main en ait-on cueilli? Que de naturel, quel feu, quelle verve, quelle abondance! Vernet, unique dans son genre, laisse bien loin derrière lui tous ceux qui l'ont précédé dans la même carrière, et fait le désespoir de quiconque osera le suivre. À la fougue épurée des Van der Kabel, au naturel exquis des Lorrains, il joint tout l'esprit, toute la correction et la touche ferme et saillante des Salvator. Aussi poète, mais surtout plus intéressant que ce dernier, jamais le cœur ne reste indifférent à la vue de ces tableaux. Il se trouble comme l'élément en fureur qu'il représente. Il espère, il craint avec ceux qui luttent contre les flots amers prêts à les submerger. Il se brise de douleur à l'aspect de ceux que leur triste sort en a rendu la victime. Quelquefois aussi, plus tranquille, mais non plus content, il goûte en paix sur le rivage, avec de moins infortunés les délices du port. Quelle aimable variété dans les talents, et quelle sagesse la nature fait paraître dans leurs différentes distributions. Quels éloges, surtout, ne méritent pas ceux qui savent reconnaître le leur propre et s'y attacher. Je vois des portraits qu'Apelle eût admirés. Ce grand homme, dit l'historien de la nature, exprimait distinctement dans l'image de ceux qu'il représentait l'âge, le tempérament, l'esprit, l'humeur, les passions et le caractère. La tour est l'appel de nos jours. La tour semble ravir à ceux qu'il peint l'esprit qui nous enchante dans leurs ouvrages. Son art réunit le double avantage d'exprimer également bien l'esprit et la beauté, qualités si incompatibles quelquefois dans la nature. La beauté, sous ses crayons enchanteurs, loin de perdre rien de sa fleur, semble acquérir, au contraire de ses grâces naïves et ingénues, qui en sont le plus grand charme. Il sait, par son tact subtil et magique, saisir et fixer le sel volatile de l'esprit, si facile à s'évaporer des mains de qui que ce soit, et de ceux mêmes qui le possèdent. J'admire encore la touche ferme et vigoureuse des toquets, la légèreté brillante des roselins, le mérite pittoresque des perronneaux,
la pratique égale à la théorie et le tact merveilleux et enchanteur des Rouquets, la sincérité naïve des Avèdes, la somptueuse magnificence des Nattiers, les efforts généreux de ceux qui parcourent avec succès la même carrière ne m'échappent point. Ces derniers semblent se rencontrer exprès pour former entre eux le plus parfait contraste. L'un nous retrace dans ses beautés solides et vraies la marche égale et prudente du batave constant, dont l'instinct éclairé ne se dément jamais. L'autre nous représente dans ses tableaux tout le faste et l'orgueil de la nation française. Cet éclat, cette envie de briller si marquée qui la caractérise. C'est avec raison qu'un poète, dans ses vers, lui donne le titre flatteur de peintre de la beauté. Heureux si, comme elle, il ne fardait trop souvent ses charmes ingénus pour la revêtir d'ornements ambitieux qui la déparent. Je plains la dure suggestion où les arts sont réduits. Quelle extrême tyrannie l'amour-propre n'exerce-t-il pas sur les peintres, surtout lorsque ce sont des femmes qui la leur font sentir. Tel veut se contempler dans un tableau parce qu'elle ne peut se regarder dans un miroir. Ses mains diligentes ont devancé l'aurore pour apprêter le charme qui doit fasciner les yeux du peintre. On se contente de blanchir un mur qui aurait besoin d'être élevé jusque dans ses fondements. La céruse et le phare sont employés, on se tient sur la défensive, le peintre paraît, et quel étonnement pour lui, il faut qu'il se réduise à copier servilement un art grossier lorsqu'il s'attendait à imiter la nature. Mais tôt ou tard, cette nature perce, elle est trop jalouse de ses droits. L'art lui cède, le peintre lui obéit. Entraîné par un pouvoir supérieur, il se livre à elle, quoique malgré lui, il la suit, il l'épie jusque dans ses derniers retranchements, et où elle paraît comme expirante. Cydalise, qui remarque sa complaisance avec plaisir et qui étudie tous ses mouvements, lit trop d'amour dans ses yeux, se croit rajeunie, elle veut se voir. Le peintre s'y oppose, sa curiosité l'emporte, elle se voit, mais trop affreuse, ou le dirais-je, trop ressemblante pour se reconnaître. Dieu, que voulez-vous dire? Est-ce bien moi? Quels yeux, quel front, quelle joue pâle et inanimée? Est-ce donc en tuant les gens que vous leur donnez l'immortalité? Vous ne m'avez point vu, monsieur, ou vous songiez à d'autres en me voyant. Allons bien vite, raccommodez-moi tout ceci, prenez votre palette, vos pinceaux, mais rêvais-je, je n'y aperçois ni rouge, ni bleu, ni blanc. Est-ce donc que vous me croyez dénué de toutes ces choses? Regardez-moi bien, monsieur, car je suis lasse enfin de me tenir. Remarquez bien mes yeux qui sont une fois plus grands que ceux que vous me donnez, ma bouche 20 fois plus petite, mes joues plus vermeilles. Ô peintre français, qu'on a bien raison de blâmer votre coloris. Est-ce tout? Le peintre écoute, on parle toujours. Il retranche, il corrige. Cydalise approuve, condamne ou réforme à son choix. Cydalise en un mot dicte au peintre son portrait, article par article, comme elle doit, dont peut, dicter au notaire son testament. Ne vous assujettissez point à ces caprices, peintres austères et peu complaisants. Que votre génie se déploie tout entier dans l'histoire, c'est un champ libre, plus vaste et moins dépendant. Là, vous êtes les maîtres de produire au hasard et d'attribuer sans choix à vos personnages des traits bizarres et chimériques, enfants de vos idées et de votre imagination. Les passions diverses exigent de vous différents caractères, et les beautés anciennes ne nous ont point laissé de mémoire.
Là, vous pouvez enlaidir et même défigurer impunément Athalie, Jézabel et Esther. Savant reste tout. Personne mieux que toi n'a connu tout l'avantage de ce privilège, ni n'en a usé plus abondamment. Digne neveu du Turpilius moderne, ta main sous lui s'est exercée à mouvoir sans effort les plus grandes machines. Rien n'égale la fierté de ta touche et de ton dessin. Tes airs de tête se sentent de sa fureur. Mais bien différent de ces peintres modernes, sacrilègement dangereux, qui cherchent à flatter un sexe faible et le vain pouvoir que nous lui attribuons, jusque dans la représentation des événements les plus reculés, ton génie brusque et inventif n'a jamais ployé sous cette servitude. Ton œuf, c'est le triomphe de la beauté, dans toi c'est celui de la grâce que nous admirons. Je reconnais dans tes tableaux l'ordre admirable de sa providence. Ce sont là les inclinations vraiment dignes de fixer l'amour permanent de nos patriarches. Ce sont là les beautés mâles, seules dignes de figurer dans l'Ancien Testament. On peut parvenir aux honneurs de son art par des différents chemins. Les ris et l'amour en ont frayé la route au Corrège moderne. Sa main cueille des roses où les autres ne rencontrent que des épines. Quel feu, que d'esprit, quelle onction et quelle harmonieuse aisance. Platon jadis accusait certains philosophes de n'avoir jamais sacrifié aux grâces. Je n'ose faire aux peintres français, et surtout à quelques-uns de nos écrivains français, le même reproche. Mais Boucher ne l'encourage jamais. Son imagination vive et abondante ne s'est point bornée à ce nombre. Boucher en connaît plus de 3. Ses yeux ont vu plus d'une Vénus. Il semble, dans ses rêveries tendres et passionnées, que ce peintre privilégié ait assisté à tous les mystères de l'amour. Paraissez, esprit froid et jaloux, détracteurs chagrins des talents qui nous enchantent, osez contempler dans sa course cet astre brillant et lumineux, osez l'envisager, osez le suivre, semblable aux divinités de l'Olympe, lorsqu'elles daignent se manifester aux hommes, il emprunte de nous les dehors faibles de l'humanité. Il tempère son éclat vainqueur pour ne point blesser vos débiles regards. Admirez les transports de cette noble poésie que peut-être même vous ne soupçonniez pas. Respectez d'immortels ouvrages et bien loin d'entreprendre d'en ternir l'éclat pour votre souffle impur, venez y puiser comme à sa source ce feu qui vous manque. Dois-je t'oublier ici, toi son rival de gloire, choisi par un des plus scellés protecteurs des arts, et placé dans sa main comme à leur source pour diriger la marche de nos élèves, et modérer dans eux l'ivresse du talent, fait pour habiter sous le ciel le moins tempéré et recevoir leurs idées de la présence immédiate du génie. Il voulut que ta sagesse leur servît de guide, que ces aiglons ambitieux, devenus plus timides à ton exemple, s'accoutumassent, mais de loin, à contempler cet astre brûlant d'un œil serein et sans s'éblouir. Chez toi, le feu subjugué de l'enthousiasme le cède partout à celui du bon sens. Ton guide fidèle est le scrupule, ta divinité chérit l'exactitude. Telle fut cet ingénieux Lamotte, qui, peu propre à recevoir les impulsions du génie, se servit en sophiste de sa raison pour l'opposer au sentiment. Quel génie naissant se déploie tout à coup et nous étonne par sa véhémence et ses transports,
Ô cendre de Parocelle, est-ce toi qui te ranime? Mais non, cet artiste fit assez pour sa gloire, n'accusant point la France de stérilité. Les grands hommes y sont communs si les protections y sont rares. Un rameau d'or enlevé de son tronc fertile, il en reparaît bientôt un autre, plus vermeil et plus florissant. Nation chérie des dieux, terroir fertile, demeure tranquille, quel bonheur est le tien, sous un ciel pur et sans nuages, ton sein heureux fécondé par la nature s'ouvre sans peine aux plus riches productions. Tu portes dans toi les aliments les plus purs de la vie et le germe brillant des arts. Un astre favorable te réjouit par son aspect, nul obstacle ne t'environne. Tu n'as à combattre que l'ingratitude de tes citoyens. Trois rivaux s'élancent de la barrière, tous trois animés du même feu, l'un profond, exercé, un maître de son pinceau, dédaigne de médiocres succès, et paraît fait pour les plus grandes ordonnances. L'autre semble défier dans la fougue de sa composition et par les morceaux d'architecture les plus brillants, Jean-Paul, Bibiena et Piranèse. Quelquefois il ose s'élever jusqu'à la sublime sagesse du guide. Un troisième les suit avec activité, il les presse et se voit, sans quelquefois moins heureux se verrait, sur le point de les atteindre. C'est avec une joie mêlée de sensibilité que nos yeux se tournent sur ces jeunes concurrents qu'ils regardent comme des vainqueurs. Chacun rapproche le terme et la récompense qu'il se propose. Tous trois semblent faits pour se couronner des mêmes lauriers. Tous trois semblent dignes de partager entre eux la même couronne et les mêmes honneurs. Un athlète fier et majestueux s'avance. Il marche, dédaigneux de courir, il marche. Et le dernier de ses pas doit remplir la carrière. Sa main triomphante semble lever le rideau qui jusqu'à nous avait paru voiler la nature. Il découvre à nos yeux les trésors dont les différentes saisons ont coutume de l'enrichir. C'est des mains même de cette déesse qu'il tient ses pinceaux. Elle semble se plaire moins dans ses propres productions que dans ses ouvrages. Elle s'y trouve aussi simple, aussi vraie, aussi touchante et de plus embellie. Son génie actif et puissant parcourt à la fois la mer, la terre et les cieux. C'est dans l'Olympe qu'il prend ses traits riches et lumineux dont il relève notre humanité et la décore. Il ose représenter tour à tour et de leurs vraies couleurs les plaisirs et la majesté des dieux, demi-dieu lui-même. C'est ni le Corrège, ni le Titien, ni Rubens, c'est Van Loo. Je cherche dans ces lieux, après lui dans ce temple, un génie prématuré que les arts ont enlevé au monde, et que le monde voudrait enlever aux arts. Je m'informe, je parcours et je demande vainement à voir, à admirer au moins quelques traits de ces pinceaux immortels. On me répond, les dieux nous le cachent pour nous le rendre ensuite avec plus de splendeur. Admis dans leur assemblée céleste, il y puise ce feu, cette majesté, cette élévation, cette onction sublime qu'il doit bientôt répandre au profit et à l'étonnement des mortels. Bientôt il va paraître, environné d'une nouvelle lumière. Quel œil soutiendra la majesté de son front? Son éclat vainqueur va frapper et confondre ses rivaux.